Très bien. Alors, la dernière fois, donc la dernière séance, je me suis arrêté à l'un des principales variables θ, à savoir la dispersion. J'avais dit que la dispersion, donc c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent aux populations animales d'occuper l'espace dans la nature. Et ces mécanismes ils sont un nombre de trois, à savoir l'immigration et le nomadisme ou encore transhumance. D'accord? Après donc cette première variable, une deuxième variable très intéressante effectivement qui détermine donc l'évolution dans le temps et dans l'espace des populations animales, à savoir la natalité. Ok? Alors qu'est-ce que la natalité? C'est très simple. La natalité, c'est la production de jeunes individus par une population. Voilà. Donc c'est le fait qu'une population animale se renouvelle, voilà, augmente total en produisant des jeunes. Hein, donc c'est la natalité. Ok? Très bien. En fait, si vous vous rappelez du schéma que nous avons établi lors de la première séance, lors de l'évolution dans le temps et dans l'espace, donc des parables d'état, vous avez deux flux. On a un flux entrant et un flux sortant. Et parmi les principales variables du flux entrant, vous avez la natalité. Et l'opposé, c'est la mortalité, comme on va le voir, effectivement. Donc, il est le principal facteur d'accroissement ou bien d'augmentation de la taille d'une population. Ce qui est intéressant à connaître, en fait, parce que nous, on s'intéresse aux animaux dans la nature. Hein, voilà, ce qui nous intéresse, donc, ce sont les populations sauvages. Et par conséquent, hein, ceci nous conduit à distinguer deux types de natalité. Je m'explique. Là, la première natalité, c'est la natalité qu'on appelle la natalité réelle ou encore la natalité écologique. C'est-à-dire, c'est la production de jeunes individus dans les conditions naturelles. C'est-à-dire en présence de facteurs du milieu. Ça va? Donc là, c'est une natalité qui est réelle. Voilà. Elle correspond en fait, voilà, à la production ou bien de jeunes individus dans les conditions d'environnement donné, c'est-à-dire dans les conditions naturelles, c'est-à-dire présence de facteurs limitants. L'animal, dans son milieu de vie, voilà, il se reproduit. Ok? Donc rien ne lui fournit. Voilà, là donc on parle d'une natalité qui est réelle ou bien écologique. Ok? Voilà. Par opposition, par contre, si jamais en élevage, en laboratoire, ou bien en élevage effectivement d'une façon générale, là on parle de natalité maximale ou bien natalité physiologique, c'est-à-dire une natalité dans les conditions, l'opposé des conditions naturelles c'est quoi? Les conditions artificielles, tout à fait, c'est-à-dire le cas de l'élevage par exemple des bétails ou bien ovins, bovins, peu importe, c'est-à-dire là où l'éleveur il produit l'essentiel à ces animaux, vous voyez. Donc là on ne parle pas d'une natalité réelle, mais plutôt d'une natalité qui est donc artificielle. Parce qu'en fait, l'animal, tout est fourni à l'animal, la nourriture, l'eau, les médicaments, le vétérinaire, etc. Donc là on parle effectivement d'une natalité qui est donc maximale, bien natalité physiologique. Voilà, elle correspond donc à la production de jeunes individus en absence de facteurs limitants. Pas de facteurs limitants. Toute contrainte, voilà, toute maladie qui peut empêcher la production de jeunes, voilà, elle est écartée par qui? Par l'éleveur, c'est-à-dire par des conditions artificielles. Ça va? Tout est fourni, quoi. Hein? Ça va? Donc là, c'est rien à voir. Donc désormais, distinguer deux choses. Dans la nature, présence de facteurs limitants. Hors nature, c'est-à-dire des conditions physiologiques artificielles, absence de facteurs limitants. Nous, tout le temps, on va s'intéresser aux conditions naturelles, des populations sauvages, et par conséquent, présence de facteurs limitants. C'est-à-dire que l'animal se débrouille tout seul en fonction des conditions de son milieu. Ok? Très bien. Alors, cette natalité maximale, en fait, il traduit le potentiel biotique de l'espèce. Pour un éleveur, par exemple, un éleveur qui élève des bétails, le cas de chez nous, lors de la fête des par exemple, un éleveur qui passe le mouton pour la fête des effectivement, voilà, dans sa ferme, il fait tout pour qu'il ait un meilleur rendement. Vous voyez? Donc la nourriture est fournie, l'eau est fournie, le vétérinaire qui passe tout le temps, le vaccin, etc.
Autrement dit, donc il évite la moindre mortalité. Pour lui, c'est ça. Il évite la moindre mortalité. Et par conséquent, cette natalité maximale, bien physiologique, correspond au potentiel biotique. Voilà, c'est-à-dire l'espèce, c'est-à-dire la capacité de se reproduire. Elle se reproduit tant que possible. Parce qu'en fait, l'éleveur a un esprit commercial. Il essaye de faire tout pour qu'il ait un bon rendement. Et par conséquent, il le peut jusqu'à ce que ce qui atteint la potentiel biotique, c'est-à-dire la capacité de se reproduire de l'espèce en question. Au-delà, il ne peut rien faire. Vous voyez? C'est pourquoi cette natalité maximale, elle correspond en fait, ou bien elle traduit le potentiel biotique de l'espèce. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de natalité réelle ou natalité physiologique, en tout cas, on définit un taux de mortalité. Voilà, c'est normal. Ce taux de natalité, elle correspond, c'est un rapport entre le nombre de jeunes produits durant un laps de temps, durant une période bien déterminée, généralement une année, par rapport à l'effectif total de la population. Voilà, fois 100, normalement, fois par 1000, ça dépend donc de l'espèce. Ok? Voilà. Chez les espèces à faible potentiel biotique, par exemple le cas de l'homme, c'est des espèces qui donnent peu de naissances, voilà, voilà, 2, 3, 4 enfants, pas plus, normalement, voilà. Le taux de natalité, voilà, le taux de natalité, il est exprimé en pour 1000 et par an. Par contre, les espèces à fort potentiel biotique, qui donnent beaucoup d'individus, le cas par exemple des amphibiens, des crustacés, là, vous pouvez l'exprimer en pourcent, pour 1000, comme vous voulez, en tout cas, c'est conventionnel. Ça va? Voilà donc pour ce qui est de cette natalité. Distinguez s'il vous plaît deux types de natalité. Voilà, naturelle ou écologique, voilà, puis maximale ou artificielle. Présence ou absence de facteurs limitants, s'il vous plaît. Ok. Par opposition au flot entrant, vous avez un flot sortant. Parce que l'essentiel, c'est le maintien de l'équilibre. C'est ça, dans la nature. Pour qu'une population animale évolue dans son milieu, il fallait qu'il y ait un certain équilibre. Donc, par opposition à la natalité, une deuxième variable, effectivement démographique, très intéressante à connaître, c'est la mortalité. Par opposition à la natalité, bien sûr, vous avez la mortalité. Toute chose a une fin. Voilà. Ben ici, effectivement, comme vous pouvez le constater, la mortalité, elle touche différemment les individus. Voilà. Par exemple, la mortalité qui touche les jeunes, elle est différente de la mortalité qui touche les subadultes, elle est différente de taux de mort qui touche les adultes, etc., etc. Autrement dit, il touche les différentes classes d'âge d'une population. Voilà, différemment. Voilà, c'est normal. Mais aussi, ça diffère il est aussi lié au sexe. La mortalité touche différemment les mâles et les femelles. Tout ça, on va le voir plus en détail. Voilà. Bien sûr, et par conséquent, dans ce cas, puisque la mortalité, il touche différemment les différentes classes d'âge, nous sommes obligés, si vous voulez, on est censé, donc de déterminer un taux de mortalité par catégorie de population, par classe d'âge. Là, voilà, le taux de mortalité chez les jeunes, taux de mortalité chez les subadultes, chez les adultes, chez les mâles, chez les femelles, etc. etc. C'est comme ça qu'il fallait procéder pour suivre cette évolution dans le temps et dans l'espace. Comme pour la natalité, vous avez à distinguer deux types de mortalité. Sur quelle base? Présence ou absence de facteurs limitants. Voilà, là c'est clair. Ok, très bien. Voilà. Donc, le premier cas, dans les conditions naturelles, en présence de facteurs limitants, vous avez à définir une mortalité qui est réelle ou bien écologique. Toujours l'écologie parce que les conditions du milieu. Voilà, exprime le taux de mortalité naturelle, c'est-à-dire dans les conditions naturelles du milieu. Rien n'est apporté à la population. Voilà, donc c'est présence de facteurs limitants. Par contre, le cas dans les conditions artificielles, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche un éleveur par exemple? C'est éviter le maximum de morts. Voilà. Et par conséquent, on parle d'une mortalité minimale. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a? Un esprit commercial, c'est essayer donc d'éviter le maximum de morts. Et par conséquent, on parle d'une mortalité minimale. Il faut que la mortalité touche le moins possible donc des individus de sa population. Voilà. Elle correspond donc à la disparition, bien à la mort, le décès si vous voulez,
des individus d'une population dans les conditions artificielles, cette fois-ci. Élevage, en laboratoire, en ferme, etc., etc. Donc, absence de facteurs limitants. Voilà. Comme pour la natalité, hein, vous avez à définir un taux de mortalité. Donc, il exprime le taux de mortalité minimal, dans ce cas. Elle est déterminée par la longévité potentielle de l'espèce. Qu'est-ce que je veux dire là? Même si vous êtes éleveur et vous apportez tout à votre population, mais chaque espèce elle a une durée de vie. Au-delà, hein, vous pouvez tout faire pour éviter la mortalité. Mais dès que l'espèce arrive à la durée de vie fixée par la nature, vous ne pouvez plus rien faire. Ouais, parce que voilà. Hein, effectivement, c'est pourquoi le plus souvent on qualifie cette mortalité minimale à la longévité potentielle de l'espèce. La longévité, voilà, c'est la durée de vie, hein, d'une espèce animale, effectivement. Voilà. Comme pour l'intégrité, à quoi correspond le taux de mortalité? C'est, voilà, le nombre de disparus, le nombre de morts par rapport à l'effectif total de la population, tout simplement. Et s'exprime hein, aussi pour la natalité en pourmis. Ça va? Très bien. Voilà. Donc, voilà les deux principales variables entrant et sortant. Et par conséquent, les deux principales variables démographiques qui ont une importance capitale, primordiale, effectivement, dans l'évolution, dans le temps et dans l'espace des populations animales, comme on va le voir. Ok, alors, comment présenter ces données? Maintenant que vous avez déjà donc déterminé l'effectif de votre population, la densité, l'occupation de l'espace, la dispersion, vous avez déterminé la natalité et la mortalité, donc beaucoup de données, effectivement. Ben, comment présenter d'une façon facile vos données, effectivement, de sorte à les traiter d'une façon aisée? Ben, effectivement, ces données, vous pouvez les regrouper, ou bien les porter, les accumuler, les compiler dans ce qu'on appelle une table de survie. Cette table de survie, c'est une table, comme son nom l'indique, hein, qui vous servira donc, à compiler, à regrouper toutes les données que vous avez recueillies dans la nature, ou bien en élevage, ça dépend de votre objectif, donc sur votre population animale. Qu'est-ce qu'une table de survie? Ben, comme son nom l'entend, donc c'est une table, hein, effectivement, qui représente, bien qui regroupe toutes les données démographiques que vous avez donc regroupées ou bien rassemblées sur votre population. Donc, une table de survie, la représentation se forme d'un tableau, d'un certain nombre de paramètres démographiques qu'on va définir, effectivement, hein, selon les différentes classes d'âge. Parce qu'en fait, maintenant, toute population, elle a différentes catégories, différentes classes d'âge. Hein. De la mise bas, bien de la naissance à la mort, toute population, elle présente plusieurs classes d'âge. Et bien sûr, la mortalité, il touche différemment les classes d'âge. Et par conséquent, votre tableau, effectivement, qui regroupe toutes les données démographiques, doit refléter, effectivement, ces différentes classes d'âge. Voilà. Quelles sont alors ces variables à considérer désormais, donc, dorénavant, pour suivre dans le temps et dans l'espace une population animale? Ben, ces variables, c'est normal, elles dépendent de l'âge. Parce que ce que vous avez à faire, vous, c'est suivre cette évolution de la naissance à la mort. Voilà, donc de T0 à T final. Vous voyez, c'est normal. Donc c'est l'âge, c'est le temps hein, qui est prépondérant à ce niveau. Voilà. Ben, la première variable, bien le premier paramètre à connaître et donc à considérer pour votre tableau, c'est ce qu'on appelle X. Voilà, X c'est quoi? C'est l'intervalle d'âge. Voilà, c'est l'âge. Exprimé soit en jours, en mois ou années. Selon quoi? Selon la durée de vie de votre espèce. Il y a des espèces qu'on qualifie de longévives, qui vivent beaucoup de temps. Il y a des espèces qui ont une courte vie, etc., etc. Donc, en fonction de cette longévité, de la longévité de l'espèce, votre population, donc X, il peut être exprimé soit en jours, mois, voire années. Donc là, c'est intervalle d'âge. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer ceci sans problème. Après, bien sûr, vous avez l'âge, voilà, vous avez un temps de départ, la naissance, puis vous faites le suivi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Très bien. Donc, vous avez à calculer Lx. C'est quoi Lx? C'est le nombre d'individus que vous avez dénombré, compté au début de votre travail. Donc, à l'état initial. Ok?
Ok? Donc Lx, nombre d'individus dénombrés ou bien comptabilisés au début de l'intervalle x. Voilà. Très bien. Puis, normalement, avec le temps, avec l'évolution, hein, c'est vrai qu'il y a des individus qui arrivent, mais il y a aussi des individus qui disparaissent. Hein. Dx, c'est quoi? C'est le nombre d'individus morts, voilà, au cours de votre intervalle de temps, qui est x tout le temps. Hein. Si vous avez Lx et dx, qu'est-ce que vous pouvez calculer? À partir de Lx et dx, qu'est-ce que vous pouvez calculer? Le taux de mortalité, tout à fait, vous pouvez le calculer sans problème. Et ce taux de mortalité vous permettra effectivement de suivre l'état de votre population. S'il y a beaucoup de morts, ça veut dire que votre population il a un problème, c'est à vous de trouver une solution. Ben sinon, c'est très bien. Okay. Donc effectivement, à partir de x, Lx et dx, vous pouvez calculer le taux de mortalité. C'est dx, c'est le nombre de décès, sur Lx, c'est le nombre initial de la population. Fois 100, bien sûr, bien fois 1000, selon l'objectif. Ça va? Très bien. On va donc voir ceci, un exemple qui va illustrer ceci. En tout cas, ce n'est pas la peine de prendre des notes parce que vous aurez la présentation sur la plateforme. Vous l'avez déjà d'ailleurs. Ok? Très bien. Voilà, un exemple effectivement de table de survie. Voilà une table de survie hein, d'un insecte, l'épidoptère, hein, un papillon. Hein, vous voyez? Donc là, vous avez X. Hein, X, donc c'est exprime l'âge, effectivement. Et cette A, ça commence depuis les œufs, c'est-à-dire depuis la ponte, jusqu'à l'âge adulte. Voilà, effectivement, c'est ça. Vous suivez votre population depuis la ponte jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la mort, effectivement. Hein. Et au sein de cette population, vous avez déterminé Lx. Voilà, Lx, c'est le nombre de départ. Vous êtes parti de 200 œufs. Vous voyez? Et vous suivez l'évolution dans le temps. Hein, jusqu'à ce que, depuis l'œuf jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez? Bien sûr, avec l'âge, il y a des pertes. Et chaque perte, chaque mortalité est là, des causes. Bien sûr, là aussi, vous êtes censé déterminer les causes de cette mortalité. Alors, Lx, voilà, vous êtes parti de 200 œufs. Les œufs qui vont donner des jeunes larves. Le passage des œufs aux jeunes larves, il y a de la perte. Vous avez perdu combien d'œufs? 30 œufs, c'est ça? Quelles sont les causes de cette perte? Ben, il y a des parasites, hein, mais il y a aussi d'autres facteurs indéterminés. Vous voyez? Donc déjà, à partir de ce stade, au stade œuf, voilà, vous pouvez calculer, voilà, vous avez perdu 30 œufs, donc vous pouvez calculer le taux de mortalité au niveau œuf. C'est quoi le taux de mortalité? Nous avons dit c'est dx sur Lx. Ça va? Fois 100, ça donne 15. C'est bon? C'est bon? Voilà, c'est très simple. Ok. Après l'œuf, passage aux jeunes larves. Effectivement. Après les jeunes larves, voilà, on passe aux larves âgées. Là encore, vous avez au début perdu 30. Donc votre lot, il sera composé de combien de jeunes larves? 170. Sur 200 œufs, seuls 170, 60 arrivés à l'éclosion, arrivés à ce stade, effectivement. Voilà. Ben, ces jeunes larves, ils sont dynamiques, actives. Dès qu'ils sont là, ils commencent à se disperser, à se déplacer. Ce qui les expose à des dangers, c'est normal. Hein? Parce que vous jouez au-delà de chez vous, effectivement, vous êtes exposé à des dangers. C'est le cas de la dispersion, effectivement. Donc les jeunes larves, hein, sur 170, il y a perte de 136. 36 larves, ce sont donc 10 ils sont perdus. Voilà. Vous pouvez là encore calculer le taux de mortalité. Hein, à ce stade. Dx sur Lx. Ça vous donne combien? Voilà. 130 sur. Comment on calcule le taux de mortalité ici? Voilà. 130 sur 170, ça donne 80. 80%. Ça va? Après ce stade, larve âgée, larve jeune, on passe aux larves âgées. Voilà. Donc, vous avez perdu 136, il faut combien de larves jeunes est arrivé au stade larve âgée? 34. Vous y êtes? 34, effectivement. Sur ces 34 larves âgées, il y a encore, voilà, des dangers. Parce que l'animal, c'est présence de facteurs limitants. C'est dans la nature.
Voilà, il est exposé à beaucoup de choses, à beaucoup de dangers. Les prédateurs, la compétition, la dispersion, ce que vous voulez. Effectivement, sur ces 34 larves âgées, par les parasites, les maladies, la dispersion, bref, il y a beaucoup de pertes. Donc, les parasites ont provoqué la disparition de 13,6 et les maladies 6,8. Pourquoi 6, pourquoi 6 virgules? Pourquoi les virgules? Parce qu'en fait, là, c'est un ensemble c'est une moyenne. Voilà, parce qu'il fallait toujours, voilà, se baser sur une moyenne. Une seule manipulation ne suffit pas. Il fallait faire plusieurs échantillons. Vous voyez, effectivement. Alors, sur l'arbre âgé, là, vous avez 34, seuls 3,4 se sont transformés en chrysalides. Donc, vous avez une perte de 30,6. Alors, là aussi, vous calculez le taux de mortalité, c'est combien? 30,6 sur 34, ça donne 90%. Ça va? Puis on continue. Les chrysalides. Parmi ces chrysalides, cette phase donc inactive, seuls sur 3,4 chrysalides, celles 2 se sont transformées en imago, en papillons adultes. Vous voyez? La cause, c'est toujours les parasites plus autres. Voilà, autre cause. Voilà, ça pourrait être la contamination par les champignons, les prédateurs, la dispersion, donc plusieurs, effectivement, causes de mortalité que vous êtes censé d'ailleurs d'identifier et de déterminer au cours de votre suivi. Voilà. Voilà, effectivement, donc, sur 6 imagos, avec le temps, seuls, voilà, nous avons perdu 0,50, voilà, ce qui donne un taux de mortalité de 20 individus. Ça va? Donc là, vous êtes parti de 200 œufs, vous êtes arrivé à 170 larves jeunes et 34 larves âgées, 3,4 chrysalides et 2,5 adultes. Vous voyez? Donc là, c'est une table de service, comme ça, voilà. Donc à partir de ce tableau, vous pouvez avoir beaucoup de choses sur l'état de santé de votre population. Est-ce que votre population se porte bien ou pas? Maintenant, si je vous demande de lire, bien d'analyser ce tableau, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Qu'est-ce que ça reflète ce tableau? Voilà. Supposons qu'on vous propose ce tableau et vous demandez de le commenter, ce tableau, et de l'analyser. Qu'est-ce que ça reporte? Qu'est-ce que vous pouvez lire à partir de ce tableau? Quant à l'état santé ou bien l'évolution dans le temps et dans l'espace de cette population de lépidoptères, de papillons. S'il vous plaît? Il y a une grande perte des individus dans le stade du jeune. Très bien. Et donc les grandes pertes, effectivement une grande perte. Et qui sont les phases les plus touchées? Comme vous l'avez dit, donc les larves jeunes et les larves âgées. Donc la première remarque. Mais une première remarque qui saute aux yeux. Voilà, remarque qui saute vraiment aux yeux. Vous êtes parti de combien d'œufs? De combien d'individus? 200. Vous arrivez à combien d'adultes? Voilà, c'est ça. Donc la première remarque, c'est ça. À partir de 200 individus, nous sommes arrivés à 2,5 individus. Voilà, c'est la remarque la plus intéressante. Déjà là, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc déjà à partir de 200 individus, vous êtes arrivé à 2 adultes. Il y a un problème. Effectivement, un problème, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mortalité, beaucoup de pertes, beaucoup de mortalité. Effectivement, cette mortalité, il touche quelle classe? Parce que vous cherchez la cause. Pourquoi chercher la cause? Pour porter des solutions. Donc il fallait voir à quel niveau cette mortalité est la plus grande. Voilà. D'après le tableau, voilà, les jeunes, les larves, jeunes et âgés, effectivement. Voilà. Avec respectivement, voilà, 80 et 90% de pertes. Donc si vous voulez intervenir, si vous voulez agir, c'est à ce niveau qu'il fallait agir. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que les larves jeunes et les larves âgées, ils ont un problème, ils n'arrivent pas à se transformer en chrysalides. Voilà, donc vous êtes arrivé à identifier le problème. Voilà, donc voilà, vous êtes arrivé à mettre le doigt sur le problème. Il faut remédier à cette situation. Il faut que les jeunes larves et les larves âgées se transforment en chrysalides si vous voulez que votre population donc, évolue correctement dans le temps et dans l'espace. Ok, très bien. Maintenant, je vous demande de calculer le taux de mortalité par rapport à cette cohorte.
Cohorte, bien cette génération, c'est-à-dire la cohorte, c'est le nombre d'individus de même âge qui ont vécu le même événement, un même événement. Donc depuis l'œuf jusqu'à l'imago, c'est une cohorte, une sorte d'une génération. Et le taux de mortalité, donc de cette cohorte, si vous demandez de calculer le taux de mortalité de cette cohorte, il serait de combien à votre avis? Comment le calculer? D'après ce qu'on vient de voir. Comment calculer le taux de mortalité dans l'ensemble de la population, depuis le stade œuf jusqu'à le stade adulte? C'est quoi le taux de mortalité? C'est le nombre de morts par rapport à l'effectif initial. Voilà. Il suffit donc de faire la somme de ces taux de mortalité, voilà, à diviser par l'effectif initial, qui est 200. Si vous faites la somme 30, 137, etc., ça vous donne 198. Si vous le divisez par 200, ça vous donne 0,99, soit 99% de perte. Voilà. Donc c'est une population qui souffre trop. Voilà. C'est une population qui a des problèmes. Et c'est ça le rôle effectivement de la dynamique de population, qui est la base de la biologie de la conservation. Si vous voulez conserver et valoriser donc les populations sauvages, il fallait étudier leur dynamique, c'est-à-dire tout connaître sur leur évolution dans le temps et dans l'espace. Le cas de cette population, elle a des problèmes. C'est quoi le problème? C'est un taux de mortalité trop élevé. Quel stade où doit-on agir? C'est surtout au niveau du stade l'arbre jeune et l'arbre âgé. Ça va? Voilà, un exemple entre plusieurs, donc on verra plus de détails de ce genre en TD. Ça va? Vous avez déjà commencé à l'étudier? Pas encore? Pas encore? L'étude de la dynamique? Pas encore. Ok. Très bien. Alors, voilà pour ce qui est donc de ces tables de service. Encore une fois, ces données que vous avez compilées ou bien que vous avez regroupées sur ce tableau, vous pouvez le représenter encore graphiquement pour plus de facilité. C'est très facile de lire ou bien d'interpréter ou bien de commenter donc une figure qu'un tableau. Les données que vous avez compilées lors de votre suivi sur le terrain, vous pouvez les représenter graphiquement. Effectivement, les représentations graphiques issues d'une table de survie, représentent ce qu'on appelle des courbes de survie. C'est quoi une courbe de survie? C'est la représentation graphique, voilà, tout simplement, des données compilées sur une table de survie. Tout à fait. Voilà, une courbe de survie est une représentation graphique du nombre de survivants d'une cohorte en fonction de l'âge. Ça va? Très bien. Cohorte, je répète, cohorte, groupe d'individus du même âge suivi de la naissance à la mort. Dans le cas de notre papillon, de l'œuf à l'adulte, c'est une cohorte. Ok, très bien. Alors, voilà, dans une cohorte de survie, normalement, l'effectif initial, dans une cohorte de survie, voilà, c'est généralement fixé à 1000 individus. Voilà. Parce que si on dépasse 1000, on aura des problèmes à représenter les chiffres graphiquement. Généralement, donc ce chiffre initial, ou bien cet effectif initial, il est fixé arbitrairement à 1000 individus. Là encore, pour les espèces à forte mortalité juvénile, c'est-à-dire qui perdent beaucoup de jeunes donc à l'âge jeune, effectivement, le nombre de survivants à un âge donné peut être représenté sous forme logarithmique. Par exemple, le cas des amphibiens, par exemple, du crustacé, qui donnent beaucoup d'œufs, des milliers d'œufs. Voilà, pour représenter ceci graphiquement, c'est pas évident. Donc il fallait réduire le nombre en travaillant avec des logarithmes. Okay? Donc c'est une question de simplicité pour la représentation graphique. Voilà. Alors, quel que soit de votre table de survie, vous avez à distinguer 3 types de courbes de survie. Il y en a plusieurs, mais les principales courbes de survie, ils sont au nombre à 3. Donc pour vous, déjà je vous invite à bien maîtriser 3 types de courbes de survie, effectivement, qui expriment effectivement donc l'évolution dans le temps et dans l'espace d'une population animale sauvage. Ok? Alors, on va les voir. Voilà. Le premier type de courbe de survie, c'est ce qu'on appelle courbe de survie de type 1. Type 1. C'est la rouge
oubliez les deux autres courbes et concentrez-vous sur la courbe rouge, qui est la courbe de type 1. Qu'est-ce qu'il exprime? Qu'est-ce qu'il exprime? Voilà. Il exprime, voilà, l'évolution de la mortalité dans le temps. Effectivement, cette évolution, voilà, elle peut vous aider, elle peut vous indiquer l'état de santé de votre population. D'accord? Voilà. Donc le nombre de survivants en ordonnée, et vous avez l'âge en abscisse. Et vous suivez donc l'évolution en fonction de l'âge. L'évolution de quoi? De la mortalité. Pourquoi la mortalité? Pourquoi nous suivons la mortalité? Parce que je l'avais dit tout à l'heure, elle affecte différemment les différentes classes d'âge. Donc ce suivi vous permettra d'avoir une idée sur l'évolution de temps au niveau des différentes classes d'âge, les jeunes, les subadultes, les adultes, etc., etc. Voilà. Alors, pour ce premier type, effectivement, qu'est-ce que ça représente à votre avis? Si je vous demande, voilà, de commenter la courbe type 1, voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que vous constatez? Voilà. Là, en ordonnée, donc vous avez le nombre de survivants, voilà, le nombre de survivants, et en abscisse, vous avez l'âge. Qu'est-ce que vous constatez? Voilà, si je vous demande d'interpréter cette courbe, qu'est-ce que vous constatez? Voilà. Le point de départ, en haut, effectivement, donc, c'est l'effectif initial. Et qu'est-ce que vous constatez? Au début, la courbe, elle ne varie pas. Voilà, ça évolue sous forme d'un plateau. Vous voyez? C'est-à-dire que la mortalité, est-ce qu'elle est grande ou faible ici? La mortalité, est-ce qu'elle est élevée ou faible? Au début. Faible. Voilà, parce qu'en fait, l'effectif initial n'a pas chuté. Donc la mortalité reste faible, faible, faible avec l'âge. Mais à un certain âge, la courbe chute. C'est ça? Donc ça veut dire quoi? Que la mortalité, elle est faible au stade jeune, voilà, au stade jeune, et ce n'est qu'après un certain âge, qu'à l'âge adulte, chez les vieux, que la mortalité, voilà, devient importante. C'est le cas de quelle population? Nous, effectivement. Voilà, effectivement, c'est le cas de l'homme. Voilà. La mortalité infantile, surtout maintenant, avec le vaccin, avec la sécurité sociale et tout, elle est presque faible, mais avec l'âge, voilà, à un certain moment, après qu'à 70, 80, voilà, c'est la durée de vie potentielle. Vous pouvez, quel que soit votre niveau, voilà, c'est la mort. Effectivement, voilà, effectivement. C'est bon? Donc, effectivement, donc cette courbe, elle est concave vers le bas, et ça signifie quoi? Ça signifie, ça reflète une faible mortalité au niveau chez les enfants, bien chez les jeunes et les subadultes, une grande mortalité après l'âge, à l'âge du vieux. À l'acquisition d'un certain âge, effectivement, que la mortalité devient importante. Voilà ce que vous aurez à dire. Voilà, les courbes de type 1 sont aplaties au départ, effectivement. C'est un plateau, effectivement. Il s'incurve, bien il chute. Brusquement, à un certain âge, c'est-à-dire à l'âge, voilà, vraiment avec l'âge des adultes, lorsque la population individuelle est à un certain âge, lorsque la population vieillit, voilà, la courbe, la mortalité augmente. Elle correspond à quoi? Ça veut dire quoi? Faible taux de mortalité chez les jeunes, voilà, puis un taux élevé de mortalité chez les vieux. Voilà. Ce cours de survie, donc, est celui d'une population qui produit peu de jeunes. Voilà, qui produit peu de jeunes et qui porte le soin à ces jeunes. Voilà, effectivement. Il produit peu de jeunes, le cas de l'homme, 2-3 enfants, et encore. Et on paraît nos enfants. On porte beaucoup de soin à nos enfants. Voilà. Donc, à votre avis, c'est une mortalité qui est naturelle ou bien artificielle? Présence ou absence de facteurs limitants dans ce cas? Présence ou absence de facteurs limitants ici, le cas de l'homme? Présence ou absence de facteurs limitants? Présence, facteurs limitants. Parce que tout est fourni. Voilà. On prend soin de son enfant, les vaccins à la naissance,
sécurité sociale, etc., 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 on le couvre, etc., etc. Voilà, donc présente le facteur limitant, effectivement. Voilà, tout à fait. Effectivement, voilà, c'est le cas des grands mammifères d'une façon générale. Dans la nature, c'est le cas des grands mammifères, les lions, les loups, etc., etc., qui portent soin à leurs jeunes, et là, pas de facteur limitant. Chez l'homme, effectivement, c'est le cas aussi, mais présente le facteur limitant. Ça va? Donc, pour ce premier type, voilà, donc une courbe qui est concave vers le bas. Ok? Très bien. Pour le premier type. Le troisième type, hein, je passe donc à l'autre type. Voilà, le type 3. Hein. Je laisserai le type 2 tout à l'heure. Pourquoi le type 3? Pourquoi j'ai passé du type 1 au type 3, à votre avis? C'est l'opposé. Tout à fait, c'est l'opposé. Carrément, c'est l'opposé. Voilà, la première courbe, type 1, elle est concave vers le bas. La troisième courbe, type 3, elle est concave vers le haut. Donc, c'est l'opposé, carrément. Voilà. Ça reflète quoi alors? Ça reflète quoi? Un taux de mortalité élevé chez les jeunes. Vous voyez la chute dès le jeune âge, dès le début de la vie. Une forte mortalité. Hein. Puis, c'est qu'avec l'âge que la mortalité devient faible. Ça va? C'est le cas qu'on vient de voir. C'est le cas de notre papillon. N'est-ce pas? C'est le cas de notre papillon. À partir de 209, là, on est arrivé à 2 imago. C'est-à-dire une grande perte au stade jeune. Stade œuf, stade jeune là, stade larve âgé. Ouais. Donc, une grande chute, effectivement, au début de la vie. Ouais. Et ce n'est qu'à partir de la vie que la mortalité a diminué, hein, ce qui nous a garanti donc d'arriver à ces deux jeunes papillons. Voilà, effectivement. Donc, c'est l'opposé, effectivement, du type 1. Voilà. Donc, chute fortement au départ, c'est-à-dire aux jeunes, donc au début de la vie. Hein, puis s'aplatit au niveau d'une valeur qui est très faible, voilà, qu'on peut le voir sur la courbe, correspond à un fort taux de mortalité donc des jeunes. C'est ce que je viens de dire effectivement, et un taux donc plus faible, ce taux devient plus faible avec l'âge, tout à fait, voilà. Ce type de courbe donc caractérise les populations et espèces qui ont une très forte fécondité, voilà, une très forte fécondité, c'est-à-dire qui donnent beaucoup d'œufs, ou bien beaucoup de jeunes. Le cas des papillons, déjà 200 œufs, le cas des amphibiens, hein, une femelle amphibien, combien donne d'œufs? Hein, 10 milliers d'œufs. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas de soin à leurs œufs. Hein, avec la mise en eau, les papillons arrivent, accouplement, la femelle qui pond 10 milliers d'œufs et le couple par ailleurs laissant les œufs à leur sort. C'est normal, c'est une stratégie. Voilà. Je donne beaucoup d'œufs, une énorme fécondité pour avoir voilà, le maximum d'individus qui garantiront hein, la pérennité de l'espèce. Là, c'est la nature, c'est dans la nature. C'est une stratégie. Produire beaucoup d'œufs, voilà, pour avoir quelques individus qui arrivent. Parce qu'en fait, dans la nature, il y a beaucoup de contraintes. Voilà. Les prédateurs, la compétition, la prédation, ce que vous voulez. Voilà. La dissication des milieux, etc. Pour les amphibiens, etc., etc. Ça va? Très bien, voilà, effectivement. Donc, ce type 3, c'est pour mieux se souvenir, voilà, c'est l'opposé du type 1. Voilà, c'est l'opposé du type 1. Donc, ce type, effectivement, ce type de courbe, voilà, elle caractérise effectivement beaucoup d'espèces animales, notamment les mollusques, les crustacés et les amphibiens. Voilà, si vous constatez déjà les espèces hein, qui vivent dans l'eau, aquatiques généralement. Ok, très bien. Voilà donc pour ce qui est de ces deux types de courbes, type 1, type 2, sans problème. Pour ce qui est du type, voilà, type 2, qui est intermédiaire, voilà. Ça reflète quoi, à votre avis? Ça reflète quoi? Il est rare dans la nature. Bon, maintenant il est rare, mais ça existe quand même. Les deux types les plus fréquents sont le 1 et le 3. Mais ce type 2, ça existe aussi. Ça reflète quoi? C'est quoi? Une diagonale. Ça veut dire quoi une diagonale? Ça veut dire que la mortalité touche voilà, de la même façon. Voilà, touche les différentes places là de la même façon. La mortalité est la même partout, depuis la naissance jusqu'à la mort. Tout à fait, voilà. Voilà. Donc, entre ces deux réalités, c'est-à-dire les deux réalités, je veux dire, type 1 et type 3, voilà.
voilà, le type 2, voilà, décroît d'une façon constante, hein, soulignant en fait que la mortalité touche de la même façon différentes classes d'âge de votre population. Voilà, c'est rare, ça peut exister, mais les deux courbes les plus fréquentes, les plus susceptibles de rencontrer dans la nature, c'est le type 1 et le type 3. Donc ici le type 2, c'est le cas de beaucoup de végétaux, hein, des espèces végétales annuelles et beaucoup d'espèces animales marines, effectivement. Ça va? Très bien. Ok, voilà donc pour ce qui est de ces types donc, de ce cours de service, c'est très intéressant. Voilà, ben, au lieu donc, voilà, pour résumer d'une façon succincte, donc vous faites votre suivi, vous compilez donc vos paramètres d'état et vos variables démographiques, à les compiler dans un tableau qu'on appelle une table de survie et à représenter graphiquement pour avoir des courbes de survie. Vous voyez, une courbe, c'est très facile hein, à analyser, à commenter, à suivre qu'un tableau et donc un ensemble énorme de données. Ok, très bien. Allez-y. Après ceci, donc puisque ces différents types de courbes de survie donc indiquent que chaque population qu'à chaque espèce, il a une durée de vie, effectivement. Ceci me conduit au quatrième variable démographique, à savoir l'espérance de vie. Qu'est-ce qu'une espérance de vie? C'est la durée de vie d'une espèce animale. C'est ce qu'on appelle la longévité. La longévité, ou bien l'espérance de vie, c'est la même chose. C'est en fait le temps, voilà, entre la naissance et la mort. Voilà, de T0 à T final, c'est l'espérance de vie. Et cette durée de vie, cette longévité, il diffère d'une espèce à l'autre. On parle d'espèces longévives, c'est-à-dire les espèces qui vivent beaucoup. Voilà. Espèces moyennement longévives, espèces peu longévives, donc en fonction de la durée de vie, effectivement. Donc cette durée de vie, effectivement, comme je viens de le souligner, est variable selon les espèces. Vous allez voir. Voilà. En fait, comme pour la natalité et pour la mortalité, hein, on peut parler d'une durée de vie ou bien une espérance de vie réelle, hein, c'est-à-dire qui se fluctue ou bien qui se déroule en présence de facteurs limitants. Voilà, donc c'est la durée de vie réelle, naturelle, sans intervention de l'homme. Voilà, hein, normalement. Voilà. Par opposition à la durée de vie potentielle, c'est-à-dire ou bien durée de vie physiologique. Donc là, c'est artificiel. Donc là, il y a intervention de l'homme. C'est normal. Hein, c'est normal. Hein. C'est en élevage, par exemple, en élevage, vous apportez tout à vos animaux, à votre population. C'est normal que vous augmentez sa longévité par rapport à la nature. C'est normal. Voilà, donc vous aurez à distinguer deux types d'espérance de vie. La durée de vie réelle, c'est-à-dire la durée que dure la vie en présence de facteurs limitants dans la nature. C'est la durée naturelle, si vous voulez. Et la durée de vie potentielle, voilà, ou bien physiologique, voilà, c'est ce que dure la vie lorsque toutes les conditions optimales sont fournies. Voilà, vous faites tout. Vous portez la nourriture, l'eau, les médicaments, le vaccin, voilà, c'est normal. Donc, vous essayez de minimiser la mortalité. C'est normal. Okay. Et par conséquent, vous essayez d'augmenter la vie donc, des individus de votre population. Bref, mais dans tous les cas, quelle que soit votre intervention, voilà, toute chose a une fin, quelle que soit. Hein, même si vous encadrez votre population, même si vous portez tout, voilà, il y a une durée limite. Il y a une durée limite. Et par conséquent, donc la pérennité d'une espèce, c'est-à-dire la continuité d'une espèce, eh bien, le renouvellement d'une espèce, hein, elle est commandée par quel facteur, si vous voulez? La pérennité d'une espèce, elle est commandée comment? Qui c'est qui assure l'élément clé, si vous voulez, qui assure la pérennité d'une espèce? La continuité dans la continuité de sa vie. Quel élément, un élément clé qui contribue à ceci? C'est quoi? C'est la reproduction. Une population qui ne se reproduit pas, qui ne renouvelle pas, elle est condamnée à disparaître. C'est normal. Voilà, il faut se reproduire. Sans reproduction, voilà, donc la vie d'une espèce, elle est limitée. Voilà, effectivement. Donc la reproduction, en fait, est l'élément clé dans la vie d'une population. Toute population qui ne se reproduit pas,
ou bien qu'il y ait des problèmes de reproduction. Donc il ne va pas se renouveler, et par conséquent, sa probabilité d'extinction est élevée. Voilà, c'est normal. Ok. Alors, devant ceci, donc je viens de dire que la reproduction en fait est l'élément clé dans la vie de toute population. Il faut veiller, si vous êtes un suivi dans la nature, il faut veiller que votre population se reproduise normalement. Effectivement. Voilà. Donc, et par conséquent, cette reproduction, bien, cet élément clé, surtout il est conditionné par voilà, les génitrices, c'est-à-dire les femelles. Ce sont les femelles, effectivement, qui assurent en grande partie, bien sûr, c'est le couple, c'est les conjoints qui assurent ceci, mais quand même, plus une population a beaucoup de génitrices, a beaucoup de femelles, effectivement, selon donc, le mode de reproduction, voilà, son renouvellement il est plus ou moins assuré. Ok. Alors, mais dans tous les cas, cette activité reproductrice, elle est limitée dans le temps. Il n'y a pas d'espèce qui continue à se reproduire toute la vie. Non. Voilà. Il y a une phase active, voilà, puis une phase de stérilité. Voilà. Bien, une naissance. C'est de la fin. Voilà. C'est normal. Toute chose a une fin. Voilà. Effectivement, donc l'activité reproductrice, bien, la reproduction, elle est limitée dans le temps. Ben, normalement, il y a un début de reproduction. Ça correspond à quoi le début de la reproduction? Ça correspond à l'acquisition de quoi? Le début de la reproduction, ça correspond à quel âge? Est-ce qu'on peut se reproduire dès la naissance? Dès la naissance, on peut se reproduire? Non? Il fallait? Qu'est-ce qu'on appelle? L'acquisition de l'âge qui nous permet de se reproduire. La maturité sexuelle. Il faut la terminer subtilement. C'est ça? Effectivement, chez nous, par exemple, spécimen, 18 ans, 13 ans, à peu près. La fille, c'est 13 ans, le garçon, voilà, c'est 18 ans. Voilà, bref. Donc, début de la reproduction à un certain âge. Très bien. On va voir tout ça en détail. Après l'acquisition de la maturité sexuelle, donc vous avez une deuxième phase qui correspond à la période de reproduction. Effectivement, donc l'individu se reproduit, jusqu'à un certain âge où, voilà, arrête la reproduction. Donc dans la vie de tout individu, d'une population, vous aurez à distinguer trois phases, voilà, d'importance très primordiale. Ok? Quelles sont ces trois phases? C'est la phase au début, avant la reproduction, phase de la reproduction, phase arrêt de la reproduction. Et par conséquent, donc, vous avez à distinguer dans la vie de tout individu, voilà, donc trois phases d'une importance capitale, et ces trois phases, ils déterminent ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie d'une population animale. Voilà, ce sont ces trois phases reproductives qu'on va voir en détail, qui déterminent ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie, c'est-à-dire, voilà, l'histoire de vie d'une population depuis sa naissance jusqu'à sa mort, effectivement. Alors, quelles sont ces trois phases? Eh bien, trois variantes biologiques, c'est ce qu'on va voir donc rapidement. La première variante, ou bien la première phase qu'on voulait, c'est la période juvénile, c'est-à-dire de la naissance à l'avant-acquisition de la maturité sexuelle, c'est ça? Voilà, donc c'est la phase pré-reproduction. Pas encore reproduction. La phase de la naissance à la pré-reproduction. C'est l'âge de 0, la naissance à 18 ans, par exemple chez l'homme. De la naissance chez les garçons, de 0 à 13 ans chez les filles, etc. Bref, voilà, c'est la période juvénile, pré-reproduction. Alors, durant cette phase, de la naissance à la puberté, à l'acquisition de la maturité sexuelle, qu'est-ce qu'ils font les individus? Qu'est-ce que vous faites à leur enfant? C'est quoi votre but? C'est accroître, voilà, c'est la croissance. C'est assurer sa croissance, effectivement. Donc il s'étend cette phase, donc, ou bien cette variante, il s'étend de la naissance, N, à l'acquisition de la maturité sexuelle, DR. DR, c'est le début de la reproduction. Voilà. Donc cette première variante, voilà, elle commence donc de N, c'est-à-dire la naissance, ou bien l'éclosion, ça dépend
voilà, du type de reproduction, hein, à le début de la reproduction, c'est-à-dire à l'acquisition de la maturité sexuelle. Ça va? C'est la période pré-reproduction, c'est-à-dire avant la reproduction. Ok? Au cours de cette phase, qu'est-ce qu'ils font les individus? L'animal consomme de la nourriture pour assurer sa croissance. Voilà. Assurer la croissance aussi bien en longueur qu'en largeur. Voilà. Autrement dit, se préparer à la reproduction pour contribuer à l'évolution de la population. Voilà, effectivement. Chez les invertébrés, donc les insectes, hein, ben cette phase correspond à quoi? Ce stade larvaire. On est là, c'est ça? Très bien. Vous y êtes? Excellent. Très bien. La durée, la variante, c'est-à-dire de la naissance au début de la reproduction, elle est liée au sexe. Ça diffère du mâle ça diffère chez les mâles que chez les femelles. Le cas de l'homme, 18, 13. Voilà. Donc effectivement, cette durée, la durée de cette variante, elle est liée au sexe. Voilà, effectivement. Ça va? Voilà donc la première variante. Voilà. De la naissance au début de la reproduction. Voilà. Les individus, ce qu'ils font, ne contribuent pas à l'évolution de la population, non pas le moment, mais ils se préparent. Et pour se préparer, ils doivent déjà assurer leur croissance, voilà, et pour acquérir la maturité sexuelle. Très bien. Une fois mature, voilà, on entre dans la deuxième variante. Donc c'est la période de reproduction. Effectivement. Donc, s'étend donc la période de maturité sexuelle, qui correspond à DR, c'est-à-dire le début de la reproduction. Le début de la reproduction, c'est l'acquisition de la maturité sexuelle. Tout à fait. D'abord, à la fin de la reproduction. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est début de la reproduction à la fin de la reproduction. Vous y êtes? Au cours de cette variante, voilà, est-ce l'énergie, une partie de l'énergie, voilà, effectivement, une partie de l'énergie, donc, établie, si vous voulez, une partie de l'énergie, il est dédié à quoi? Parce que même la croissance, on arrive à la fin de la croissance. On continue à croître, mais une partie de cette énergie, il est dédiée à la reproduction. Parce qu'en fait, la reproduction, ça demande, c'est un effort, ça demande 10 efforts. Donc, en relation pour se reproduire, mieux se reproduire, il fallait donc une partie de votre énergie, votre établie par votre métabolisme, il faut lui dédier, le consacrer à la reproduction. Effectivement, voilà, pour nous, c'est le mariage, voilà, c'est avoir un logement, voilà, c'est les problèmes, quoi. Voilà, effectivement. Voilà, effectivement, une partie de votre énergie, il est dédiée à ceci, à la vie conjointe, voilà, les enfants, etc., etc., etc. Même chose dans la nature. Chez les populations animales, aussi, une partie de leur énergie est dédiée à la reproduction, effectivement. Voilà, la durée de la variante DRFR, là encore, elle est liée au sexe. Elle est liée au sexe. Voilà, hein, c'est ça, c'est bien ça. La durée de la reproduction, elle est liée au sexe. Chez la femme, par exemple, chez la population humaine, chez la femme, ça arrive à quel âge? Voilà, la ménopause. Et chez l'homme, ça s'arrête pas. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, on verra pourquoi. Tout à fait. Ça va? Voilà donc, première variante, pré-reproduction. Deuxième variante, c'est la période la plus difficile dans la vie, je trouve. C'est la plus difficile, effectivement. Parce que c'est la reproduction, c'est beaucoup d'énergie, voilà, pour contribuer à l'évolution de votre population, les enfants, la vie conjointe, etc. Vraiment, c'est la partie la plus difficile. Après, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup contribué, vous avez fondé une famille, vous avez un logement et tout. Vous avez droit au repos quand même avant de partir, avant de mourir, effectivement. Donc la troisième variante, c'est la période post-reproduction. Hein, voilà. Donc normalement, après vos efforts, normalement vous avez droit au repos. Ça correspond à la période, à la retraite, par exemple Chine. Voilà. Effectivement. Voilà, période post-reproductrice, voilà, et s'étend d'où à d'où. Elle s'étend de la fin de reproduction à M. C'est quoi M? La mort. Tout à fait. Voilà, c'est ça la période post-reproductrice, effectivement. Voilà. Durant cette variante, la nourriture consommée, ça sert à quoi? En fait, vous n'êtes plus utile, quoi. On n'est plus utile quand même.
Donc on mange pour survivre en attendant la mort. Voilà. Hélas. Ok? Vous y êtes? Voilà. Donc, les traits d'histoire d'une population animale, donc, ils peuvent être représentés par ces trois variantes. Voilà, ces trois variantes clés, effectivement, voilà, qui traduisent l'évolution dans le temps et dans l'espace d'une population animale. Et si vous maîtrisez, je veux dire, si on cible une population sauvage, une population naturelle, si vous suivez, si vous cadrez bien ces trois variantes, vous pouvez suivre sans problème dans l'état de santé de votre population. Ces trois variantes, on peut le représenter comme suit. Schématiquement, c'est très simple. Voilà. Donc là, ici, vous avez, d'une façon schématique, une représentation graphique schématique d'histoire de vie d'une population animale dans la nature. Donc N a DR, DR FR, FR a N. Voilà. Là, vous pouvez constater en fait que les trois variantes, elles ont la même taille, mais ce n'est pas vrai. Ça pourrait être, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Parce que nous avons dit que les variantes, elles sont liées au sexe, voilà, elles sont liées au sexe, mais aussi aux conditions naturelles. Il y a des belles années, des mauvaises années, etc., etc. Ok, très bien. Voilà, donc là, ce schéma, ça reflète déjà l'exemple d'histoire de vie d'une population animale dans la nature. Effectivement, comme je vous l'ai dit, ces trois variantes biologiques, voilà, la durée de ces périodes est très variable selon les espèces. Voilà, c'est un caractère spécifique. Là, ce schéma, donc tout ce qui est en noir, c'est la période pré-reproduction. Tout ce qui est en pointillé, c'est la période reproduction. Tout ce qui est en blanc, c'est la période post-reproduction. Là, vous avez plusieurs espèces et vous pouvez constater effectivement que la durée d'une variante, elle est à caractère spécifique. Voilà, effectivement. Donc la durée d'une variable, sa longueur, la durée d'une variante, elle est à caractère spécifique. Voilà, effectivement. Donc là, vous avez l'importance des périodes, donc des trois périodes de reproduction, ça va la période pré-reproduction en noir, reproduction en pointillé, je répète, et post-reproduction en blanc chez diverses espèces animales. Je reviens à celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, comme remarque, effectivement, donc la dynamique de population d'une espèce dépend de l'importance de ces trois variantes. Bien sûr. Effectivement, voilà. Absence de période post-reproductrice. Le cas ici. Vous voyez, pas de période de post-reproduction. Et quoi encore comme remarque? La période de reproduction, elle est trop courte. Vous voyez, c'est à peine qu'il y a du pointillé. Autrement dit, l'espèce, elle passe la grande majorité de sa vie se forme larvaire, se forme jeune. Le cas ici. Chez les éphémères. Les éphémères ici, ce sont des insectes éphémères. C'est quoi quelque chose d'éphémère? C'est quelque chose qui passe vite. En fait, ces éphémères, ces insectes, elles passent la grande majorité de leur vie sous forme larvaire. Elles n'ont que quelques heures, à quelques jours pour se reproduire. Juste après les mâles, les adultes meurent et voilà, les œufs se développent et le stade larvaire. Éphémère, c'est quelque chose qui passe vite. Voilà. Donc là, déjà, qu'est-ce que vous constatez? Donc, prépondérance de la phase pré-reproduction, voilà, et de l'acquisition de matrice sexuelle, c'est presque à la fin de la vie qui acquiert la matrice sexuelle, le couple se multiplie, meurt et la vie reprend. Et pas de variante post-reproduction. Chez l'homme, si on prend l'Homo sapiens, à peu près, voilà, effectivement, chez les spécimens, voilà, la période donc, de reproduction peut théoriquement se prolonger chez l'homme jusqu'à la mort. Voilà, chez l'homme, normalement, il peut se reproduire toute sa vie. Pourquoi? Parce que vous avez vu en embryologie, la spermatogénèse, c'est un phénomène qui est continu. Par contre, l'ovogénèse, c'est un phénomène qui est discontinu, qui s'arrête à la ménopause. Vous voyez? Donc voilà, tout est lié, effectivement. Donc chez les spécimens, effectivement, voilà, donc il est lié au sexe. L'homme, c'est à vie, la femelle, c'est à la ménopause, mais aussi la durée de ces différentes variables, c'est fonction des conditions, voilà, effectivement, de la vie d'une façon générale. Ok? Ça va? Et c'est valable aussi pour les différentes espèces. Vous pouvez constater que ces trois variantes, leur durée, c'est variable d'une espèce
Alors, moi je vous ai donné, donc chez l'homme, c'est à peu près, les 3 variantes sont identiques. Hein. Par contre, c'est les éphémères. Hein. Qu'est-ce qui domine? C'est la période pré-reproduction. C'est-à-dire que les adultes, hein, la durée de vie, la longévité, elle est trop courte, trop courte. Quelques heures, quelques jours, reproduction meurt. Donc on n'arrive même pas à la période post-reproductrice. Ça va? Excellent. Ok. Alors, ceci donc nous conduit en fait, comme vous pouvez le constater, ces 3 variantes biologiques très importantes pour la vie d'une population animale, elles sont liées au sexe. Et par conséquent, dans une population animale, le nombre de mâles et de femelles, c'est très intéressant. Et la proportion nombre de mâles, nombre de femelles, c'est ce qu'on appelle le sexe ratio. Voilà, sexe ratio, voilà. Effectivement, sexe ratio, sexe avec E ou pas, peu importe. Sexe ratio, effectivement, c'est quoi? Là, comme ça, on en indique, comme je viens de le dire, c'est le rapport entre le nombre de mâles et le nombre de femelles. Effectivement, donc c'est un ratio, effectivement. Ben, ce sexe ratio, il y a des populations qui ont autant de mâles que de femelles. Voilà, donc Y égale à X, autant de mâles que de femelles. Voilà. Et il y a, parfois, il est décalé. C'est-à-dire, soit autant de mâles que de femelles, ou encore autant de femelles que de mâles. Vous voyez? Donc, effectivement, voilà. Donc, chez nous, nous sommes où? Qu'est-ce qui prédomine? Mâle ou femelle? Heureusement, des femelles. Bien sûr, heureusement. Bah, d'après l'amphi, c'est très vite fait. Hein. Un échantillon, c'est en compte là, le sexe ratio, elle est vers les filles. Déjà, ok? C'est très intéressant d'ailleurs. C'est quoi en fait ce sexe ratio en fait? C'est un indice biologique important certes, hein, car la proportion de mâles et femelles peut impacter le cycle de reproduction. Comment ça? Comment le sexe ratio peut impacter dans les conditions naturelles, pas chez l'homme. Moi, je parle, voilà, je vise les populations animales dans la nature, pour les animaux sauvages. En fait, le sexe ratio est présent dans le cas, par exemple, le cas du chiptel, des motons, par exemple. Le cas des motons. Si le sexe ratio, qui c'est qui importe? Qui c'est très important? Est-ce les mâles ou les femelles? Chez les motons, par exemple. Ok. Mais si c'est les mâles, c'est autant tragique. Durant la fête d'Eid, on sacrifie combien de mâles? 10 millions. 10 millions. Est-ce que la population des moutons est impactée? Non. Ça continue à vivre. Pourquoi? Voilà. À quoi est dû ce phénomène? Le fait, voilà. Les mâles sont trop touchés, pourtant la dynamique des populations continue. Il dit à quoi ceci? Ceci, il dit en fait, le sexe ratio présente une importance pratique chez les populations animales domestiques locales des moutons, ou bien des mammifères d'une façon générale, en élevage, c'est-à-dire protégés, parce qu'en fait, toucher, bien éliminer beaucoup de mâles, ça ne touche en rien la dynamique de la population. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le phénomène qui est en derrière, c'est ce qu'on appelle la polygamie. Un mâle donc, servira donc, de reproducteur pour plusieurs femelles. Donc, pas de souci. Il fallait garder les mâles. Un mâle, donc un bélier, peut servir, donc peut se reproduire avec plusieurs femelles. Sinon, voilà, la population sera détruite. Effectivement, voilà. Prélever une forte proportion de mâles sans nuire à la dynamique de la population revient à quoi? Revient au type de reproduction. C'est la polygamie. D'accord? Ici par exemple. Voilà. Mais chez les animaux sauvages, si, la polygamie pourrait effectivement contribuer donc à un rôle très important. Donc, écarter bien, éliminer beaucoup de mâles ne nous rend en rien à la population, parce qu'en fait, un seul mâle pourrait servir donc à plusieurs femelles. Très bien. Donc déjà, c'est lié au sexe, mais nous avons dit en fait que suivre la mortalité, donc c'est suivre différentes classes d'âge. Nous avons dit pourquoi? Pourquoi nous avons ciblé donc la mortalité, pas la natalité. Parce qu'en fait la mortalité elle touche les différentes classes d'âge. Et vous permettra de suivre effectivement ces différentes classes d'âge et mettre le doigt sur là où il y a le problème.
C'est pourquoi, en fait, lors de votre suivi de population, vous êtes censé à identifier les différentes classes d'âge de votre population. Et le nombre de classes d'âge, ça diffère d'une population à l'autre. C'est normal. Okay? Donc, le suivi et donc l'identification des différentes classes d'âge d'une population est d'une importance capitale pour son suivi dans le temps et dans l'espace. Okay? Donc, la variation de la taille d'une population animale, qu'est-ce qui varie sa taille? Donc vous avez, qu'est-ce que augmente la taille d'une population? C'est le flux entrant. C'est ça? C'est la natalité et l'immigration. Vous voyez? Et qu'est-ce qui diminue la taille? Le flux sortant, à savoir la mortalité et l'immigration. Ça va? Voilà. Donc vous avez votre compartiment, le schéma, un flux entrant, natalité et immigration, un flux sortant, mortalité et immigration. Ok? Et l'effectif, ça évolue dans le temps et dans l'espace. Alors, dans la nature, qui c'est qui chapeaute, qui régit, qui commande ces variations? C'est les conditions du milieu. Sans favorable, bien sans défavorable. Ça dépend de l'aire de répartition, ça dépend du milieu de vie de votre espèce. Ok? Alors, ceci, donc, la mortalité, comme je viens de dire, touche différemment les sexes et les différentes classes d'âge. Donc, ceci nous conduit, effectivement, donc, à identifier, ou bien à distinguer, donc, structure par âge d'une importance très importante pour le suivi de votre population. Donc, distinguer plusieurs classes d'âge. Comment les représenter, comment les distinguer? Voilà. Comment les distinguer, ces classes d'âge? Donc, en fait, chaque classe d'âge, elle a une proportion d'un nombre d'individus. Chaque classe d'âge correspond à un nombre d'individus bien correspondant. Les jeunes, les adultes, etc. Donc, proportion d'individus de différents âges dans la population. Et comment représenter ici, comment les représenter ces différentes classes d'âge? On les représente sous forme ce qu'on appelle des pyramides d'âge. Vous avez vu ça en S3? C'est ça? Vous avez parlé d'une pyramide d'âge en S3? Si, je crois. Oh. Alors, qu'est-ce qu'une pyramide d'âge? En fait, une pyramide d'âge, c'est une représentation schématique, voilà, de l'importance de chaque catégorie. Donc là, vous avez, c'est une schéma ici, rapidement, voilà, représentation graphique. Donc là, vous avez du bas vers le haut, donc la naissance vers la mort, effectivement. On représente les différentes catégories, pas des rectangles comme ça, superposés, donc de même largeur, mais la longueur reflète quoi? L'importance des individus de la classe d'âge en question. Okay? Très bien. Donc même largeur, mais la longueur diffère selon le nombre d'individus de chaque classe d'âge. Puis superposé, donc voilà, l'autre catégorie. Attention là j'ai exagéré, il faut que ait les mêmes largeurs, etc. Vous voyez? Donc là, effectivement, vous avez 0 jusqu'à là. Et là, vous avez, bien sûr, là, vous avez l'importance de la classe d'âge en question. OK? Alors, voilà. Donc, normalement, quelles sont, en se référant aux variantes biologiques que nous avons vues tout à l'heure, vous avez à distinguer au moins 3 classes d'âge. C'est-à-dire les individus qui appartiennent à la période pré-reproductrice, les individus qui font partie de la catégorie reproduction, puis post-reproduction. Au moins 3 classes d'âge. Au moins 3. Alors qu'il y en a plusieurs en fait. Très bien. Alors, les jeunes, une fois acquis la maturité sexuelle, ils deviennent des adultes. À la fin de la reproduction, ils deviennent des vieux. Voilà, donc effectivement. Voilà. Donc, faire figurer, comme je viens de le faire ici, ces différentes classes d'âge, voilà, d'une population forme de rectangle superposée, de même largeur, voilà. La longueur, je viens de le dire, j'insiste, correspond à l'importance de la catégorie en question, c'est-à-dire le nombre d'individus composant cette catégorie. Ok? Voilà. Donc, comme la mortalité affecte, bien touche différemment les deux sexes, liés au sexe, votre pyramide, on peut les distinguer mâles et femelles par une médiane, ici. Et vous avez d'un côté les mâles et d'un côté les femelles. Effectivement. Voilà. Donc voilà, mâles et femelles
dans toute pyramide, mâles et femelles, normalement, sont déposés en deux groupes distincts de part et d'autre d'une médiane que voici. Ok. On va voir des exemples rapidement, voilà. Donc là, vous avez donc la représentation schématique générale, voilà. Donc vous avez ici, donc vous avez l'importance de chaque catégorie, et là, vous avez l'âge. Là en bas, la base, c'est les jeunes, au fur et à mesure qu'on montre, c'est les vieux, etc. De part et d'autre, là, la médiane, les deux sexes. Ok, voilà, donc là, c'est pas de souci. Voilà, pyramide des âges, donc ils permettent de représenter l'évolution, voilà, d'une population, effectivement, hein, selon ces différentes classes d'âge et le sexe. Mais, selon qui c'est qui va jouer ici, donc selon l'importance de la natalité et de la mortalité, est-ce que la pyramide sera identique pour toutes les espèces? Non. Chaque espèce, normalement chaque espèce, bien, chaque catégorie d'espèces aura une pyramide bien caractéristique. Qui c'est qui caractérise une telle ou telle, qui c'est qui dicte une telle ou telle pyramide? C'est le taux de natalité, le taux de mortalité, c'est ça. Parce qu'en fait, une pyramide là, ça reflète l'importance des différentes catégories. Donc en fonction du flux entrant et du flux sortant, la forme de votre pyramide sera différente. Et par conséquent, donc, vous avez à distinguer différents aspects de votre pyramide, différentes formes, voilà. Le premier cas, selon la natalité et la mortalité, natalité c'est B, birth, natalité, mortalité, donc died, effectivement, donc c'est B égale à D, supérieur à D, excusez-moi. Donc c'est la natalité supérieure à la mortalité. Quelle sera la forme de votre pyramide, à votre avis? C'est B supérieur à D. C'est beaucoup de naissances et peu de morts. Ça veut dire quoi? Votre population, comment elle est, son état? Qui c'est qui domine? Quelle classe domine? Les jeunes. Tout à fait. C'est une population jeune. Parce que vous avez beaucoup de natalité et peu de mortalité. Vous voyez, effectivement. Donc, effectivement, forte proportion de jeunes. Vous voyez, voilà. Taux rapide d'accroissement de la population. C'est une population qui est dynamique. Voilà, ça bouge beaucoup, ça croît, effectivement. Faible proportion d'individus âgés. Voilà. Pyramide à large base, c'est le cas ici. Parce que là c'est les jeunes. Au fur et à mesure, vraiment, les vieux. Effectivement, donc beaucoup de jeunes. Et ça évolue. Ouais, effectivement, voilà. Pyramide, pyramidale se forme donc d'une pyramide, forme pyramidale. Voilà. Ça veut dire quoi? Votre population, elle est en évolution, elle est en expansion. On parle d'une population jeune. Okay? Population en expansion, c'est une population qui est jeune. Ça va? Voilà. Deuxième cas. Donc là, B supérieur à D. Si jamais B, voilà. Déjà ici différente. Donc ici, donc votre population, la population première, donc c'est une population jeune. On l'appelle aussi une population source. Vous vous souvenez des métapopulations source et métapopulation qui? Pourquoi source? Parce qu'en fait, le taux de croissance est élevé, le taux de croissance. Le taux de croissance est élevé, c'est-à-dire que les individus sont dynamiques, ils peuvent constituer d'autres métapopulations. C'est une population qui est source. Par contre, une population pour laquelle le taux de croissance est négatif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas produire d'autres métapopulations. Donc, par conséquent, les calculs de métapopulation puent. C'est le cas ici. Donc, qu'est-ce qui détermine une métapopulation ou une population source ou puits? C'est le taux de croissance, le taux de croissance. Okay? Donc, effectivement, le cas d'une population à pyramide, la structure d'âge se forme pyramidale. Donc, c'est une population qui est jeune, population source. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jeunes sont dynamiques et pourront contribuer à la construction d'autres métapopulations. Okay? Donc, c'est une population qui est source. Voilà. Sur le plan, donc, population humaine ici, c'est le cas de la population égyptienne en 2011. C'est une population dynamique depuis 2011. Okay? Maintenant, c'est B égale à D. Voilà. Autant le flux entrant égale le flux sortant. Voilà. Voilà. Nombre d'individus identiques dans chaque classe d'âge. Voilà, effectivement. Voilà.
votre pyramide, elle a la forme, effectivement, à peu près autant, même nombre d'individus dans toutes les classes d'âge, effectivement. C'est une forme de cloche, effectivement. Population, elle est stable. Est-ce que c'est bon signe ou un mauvais signe? Vous que vous suivez la population, si votre population est stable, est-ce que vous êtes content? Non, attention, parce que c'est un mauvais signe. Une population stable, c'est un mauvais signe. Si vous faites rien, il devrait une population déclinante. Donc, disons que votre population est stable, il faut aller chercher le pourquoi. Il ne faut pas que ça reste stable. Non. Il faut qu'elle soit dynamique et par conséquent en expansion, en évolution perpétuelle. Okay? Voilà, effectivement, nombre d'individus identiques dans chaque classe d'âge. Voilà, population stable, effectivement, le cas de la population en Turquie en 2010. Dernier cas, autant de morts que de naissances. Donc là, c'est un problème. Peu de naissances, beaucoup de morts. Donc là, votre population, elle a un problème, effectivement. Voilà. Faible proportion de jeunes, prépondérance numérique des individus âgés. Voilà. Vous voyez, la base, peu de jeunes, mais le sommet, beaucoup de vieux. Hein? Est-ce que vous pouvez faire, voilà, qu'est-ce que vous aurez à faire? Il fallait redynamiser votre population. Voilà. Donc là, c'est une population qui est vieille. Hein? C'est une vieille population. Si vous ne faites rien, normalement, il ne finira pas chuter. Il va décliner, effectivement. Faible proportion de jeunes, prépondérance des âgés, une population en déclin, hélas. Hein? C'est une population puis. C'est normal parce que la grande majorité d'individus sont à quelle phase de reproduction? Post-reproduction. Voilà. Ils ne contribuent pas à l'évolution. La besoin de croissance, elle est négative. Et par conséquent, votre population est une population puis. Voilà. Parce que pas de dynamisme, pas de jeunes susceptibles qui peuvent créer notre méta-population. Ça va? Voilà. Donc, la natalité. Dans ce cas, la natalité ne compense pas la mortalité, effectivement. Voilà, ici. À partir d'une pyramide d'âge, vous pouvez lire ce que les événements vécus par votre population. Voilà. S'il y a des trouées, effectivement, ça revient à quoi, par exemple? Ça peut être des guerres, des pandémies, le Covid. Voilà. À partir d'une pyramide d'âge, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui ont contribué au déclin de la population. Je répète que ce soit des guerres, des pandémies, des crises, une période de sécheresse, des inondations, etc. Je vous remercie pour aujourd'hui. On continue la semaine prochaine. Bonne journée.